qu'est-ce que c'est l'ego et en quoi ça nous intéresse de mieux comprendre ça dans nos vies? Je constate souvent que c'est une notion assez floue et quand on parle d'ego, souvent c'est un terme qui est péjoratif. On dit de quelqu'un qu'il a un gros ego et en général c'est pas un compliment. Donc l'idée c'est peut-être avec mes mots à moi de vous expliquer en quelques mots comment je perçois ça. Nous ne sommes pas venus au monde avec un ego, l'enfant vient au monde dépendant et dépendant de son environnement et sans avoir aucune conscience d'exister, d'avoir un jeu. D'ailleurs, il n'est même pas associé à son propre corps, ça ne lui appartient pas. Et petit à petit, on va avoir ce processus d'encodage du mental pour que naisse la pensée, c'est-à-dire que l'enfant va être encodé par l'extérieur, on va lui apprendre des mots, ça c'est blanc, ça c'est bleu, ça c'est une table et une chaise, et petit à petit, on va lui apprendre aussi des verbes, des compliments, on va associer les émotions, toutes les notions vont être encodées, donc c'est l'étape de l'encodage du mental qui va permettre de créer la pensée. Et pendant ce temps-là, l'enfant apprend quelque part à maturer cet outil-là, mais sans avoir encore la capacité, avant l'âge de 7 ans, on appelle ça l'âge de raison, de construire quelque part un système de référence. C'est-à-dire que il va pendant toutes ces années être complètement dans le présent parce qu'il n'y a pas encore de capacité de tirer des conclusions, de faire des comparaisons, de ranger l'information dans des boîtes qui permettent quelque part de tisser une cohérence. Et l'ego, c'est un processus d'identification. Ça veut dire qui est je. Quand on parle d'ego, moi je parle de moi, il n'y en a qu'un. Il n'y a pas deux moi, il n'y en a qu'un. Donc c'est qu'est-ce que je mets derrière je. Qui est ce je? Qu'est-ce qui est moi? Qu'est-ce qui n'est pas moi? Donc c'est vraiment tout ce processus d'identification qui fait que je vais me considérer comme un être unique, différent des autres et quelque part circonscrit. C'est-à-dire on va essayer de donner une forme à ce moi. C'est un processus tout à fait normal, mais il faut savoir, et c'est ce qui nous intéresse, c'est que l'ego se construit dans un système de survie. C'est-à-dire que l'enfant que nous avons été est totalement dépendant de l'environnement et absolument en obligation de s'y adapter. Bon, c'est-à-dire que quelque part, il y a cette notion de sécurité essentielle qui va être vraiment la base de la compréhension de comment l'ego fonctionne, parce que la sécurité, c'est le sentiment d'être complètement accueilli ici et maintenant et quelque part d'être dans un environnement bienveillant. Et la sécurité, au départ, c'est que ça, et après, ça va devenir la sécurité de ce que je suis est valable, ce que je suis est aimable, ce que je suis est complètement OK. Et ça, cette sécurité-là, cette sécurité d'être quelqu'un qui est complètement acceptable, c'est la base de la construction psychique et de la construction de l'ego. Alors, si moi je fais une métaphore pour résumer ce que c'est l'ego, eh bien j'aime bien la métaphore de l'océan. Quand on prend une goutte d'eau dans l'océan, qu'on la retire, on peut l'observer et elle existe bien. Elle a une forme, on peut dire tiens voilà une goutte d'eau, elle est bien existante. Si je la remets dans l'océan, elle se fond parce qu'elle est de même nature avec l'océan et je ne la vois plus, je ne peux plus prendre conscience de son existence. Pourtant elle est bien là puisque je l'ai identifiée. C'est un peu la même histoire pour nous, les humains. La goutte d'eau, c'est chacun de nous, chaque être unique dans son essence et dans sa forme. Et l'océan, c'est l'humanité. Et on dirait que le rôle de l'ego, c'est quelque part que chaque goutte d'eau soit identifiable. C'est-à-dire que même si nous sommes tous faits d'eau, d'énergie, bien sûr que nous ne sommes pas très différents au niveau de la forme, à part dans le visuel. C'est vrai que ça c'est magique parce qu'il y a la création qui a permis cette différence-là. Mais sinon, profondément, nous sommes tous faits de la même consistance, comme la goutte d'eau dans l'océan. Et le rôle de l'ego, ce serait d'être vraiment
de permettre que chaque goutte d'eau soit identifiable. Sinon, ça donnerait le sentiment d'être complètement transparent, qu'on ne peut pas nous voir. Et donc, si on ne peut pas me voir, est-ce que j'existe? Si les autres ne peuvent pas voir ma différence, voir qu'au milieu de toutes ces autres gouttes d'eau, moi je suis là. Et qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce qui fait que moi je suis moi et que je ne suis pas les autres? Si c'est pas perceptible, eh bien quelque part je me fonds dans la masse et je n'existe pas. Donc voilà pour l'explication de ce qu'est l'ego et du rôle de l'ego quelque part, de ce qu'il vient faire dans notre existence. Pourquoi est-ce qu'on associe souvent l'ego à quelque chose de négatif ou de péjoratif? En fait, c'est pas l'ego en soi, parce que l'ego en soi, d'abord c'est une notion, c'est un concept, mais simplement c'est l'insécurité ou la peur qui est à la base de sa construction qui est problématique et pas l'ego lui-même. Donc, si on comprend que l'ego s'est construit, bien sûr, dans le rapport à l'autre, comment est-ce que je sais que j'existe? Là, quand j'étais enfant, je ne savais même pas, si on me pince et que je crie, je ne sais même pas que c'est mon propre corps. Hein? Donc, petit à petit, je me suis approprié une forme et j'ai commencé à essayer de comprendre qu'est-ce qui est moi pour obtenir l'amour de l'autre, mais aussi à travers le regard de l'autre. C'est à travers le lien et le miroir que me présente l'autre que j'ai pu comprendre que je existe et que je suis quelqu'un de différent. Je ne suis pas mon frère, je ne suis pas ma sœur, je suis moi. Et qu'est-ce qui est ce moi? Qu'est-ce qui fait que moi, je suis différent et unique? Et là commence tout le processus d'identification. Et bien sûr, nos parents, les premiers protagonistes, nous collent des étiquettes, et ça, ils commencent à le faire très tôt. Et puis il y a des choses qu'ils vont mettre en valeur, des choses qu'ils vont moins accepter, des choses qui vont être même rejetées. Et c'est important de se souvenir que notre construction psychique et cette construction de l'ego, elle s'est faite dans un climat d'adaptation. Ça veut dire l'enfant, pour être en sécurité, il dépend de son environnement, il va devoir s'adapter aux attentes. Parce que s'il ne fait pas ce qu'on lui demande, concrètement, il y a des conséquences à ça. Et donc, la construction de ce moi, ce que je suis, ça va être bien sûr dans un climat d'insécurité, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois, sur quoi je dois miser pour être différent quelque part? Quels sont mes atouts? Peut-être que ce qui a été mis en valeur quand j'étais petite, c'est ma forme, le corps. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie! À ce moment-là, peut-être que là, l'ego va commencer à comprendre que là, il y a quelque chose qui fait que je suis valorisée, j'existe, c'est ce qu'on voit chez moi. Et puis petit à petit, il va y avoir des zones où on investit comme ça, des tas de facettes de nous, et on va sentir qu'il y a des zones dangereuses, des zones délicates. Qui vont devenir des zones où, voilà, des choses qu'on va devoir contracter, qu'on ne va pas pouvoir exprimer, qu'on ne va pas pouvoir montrer. Hein, toutes des zones de nous qu'on va quelque part réprimer pour correspondre, pour avoir cette validation si importante et qui va rester importante jusqu'à la fin de nos jours, tant qu'on n'a pas, quelque part, qu'on ne s'est pas mis en paix avec ce que nous sommes, avec ce qui est juste pour nous et l'image que nous avons de nous et que nous attendons cette validation à l'extérieur. Et ça, c'est tout un processus. C'est comme ça que je vais créer les personnages. On appelle ça des costumes, des facettes de personnalité, c'est-à-dire des zones que j'investis, que je peux présenter au monde pour quelque part obtenir cette validation. Et c'est surtout des espaces où je me sens en sécurité, c'est-à-dire des qualités que nous allons pouvoir nommer comme ça à l'intérieur de nous, ou des traits de personnalité, ce que nous finissons par croire qui est nous, c'est-à-dire nous nous identifions à ça. C'est aussi en lien avec des valeurs que nous avons acquises. Et quelque part, ces personnages-là, il faut savoir qu'ils peuvent devenir autonomes, c'est-à-dire ils vont être emprunts parce qu'ils sont aussi là pour nous protéger. Hein, ce sont des mécanismes de protection pour interagir avec l'extérieur, pour interagir avec l'environnement et dans nos relations.
Et ces personnages-là, quand on va voilà, les mettre en scène dans notre vie, ils vont avoir certains automatismes et ils sont là pour nous préserver quelque part avec des mécanismes de protection de la souffrance, la souffrance du jugement, celle qui est là, c'est ce qui nous fait le plus peur en général, c'est-à-dire ne pas obtenir la validation, donc le jugement, le rejet, tout ce qui peut faire que nous ne soyons pas la bonne personne que nous essayons d'incarner. Et dans cette construction de personnages-là, il y a vraiment une importance à comprendre qu'il y a des automatismes en fait, et que la plus grande difficulté, ça va être de comprendre à quel point ça nous rend vulnérables. Je vous donne un exemple, on peut très bien s'identifier, par exemple, à des espaces extérieurs de nos vies, comme par exemple, je suis le mari de... ou la femme de. Donc, ça veut dire quoi? Ben, en soi, c'est pas un problème, c'est une expérience d'être le compagnon, le mari de quelqu'un, mais si je suis identifiée à ça, ça veut dire que c'est ce qui me donne le sentiment d'exister dans ce monde, c'est ce qui me donne ma force, ma consistance. Je peux faire la même chose avec je suis mon métier ou je suis une passion, un rôle. Certaines personnes s'identifient à leur enveloppe physique, et c'est d'ailleurs un sujet du moment avec tous les réseaux sociaux et tout ça pour nos jeunes, c'est-à-dire je suis mon enveloppe et c'est ça qui fait que je suis quelqu'un, c'est ce qu'on voit de moi et donc mon identité se met là. Ça nous rend très vulnérables et c'est très dangereux de s'identifier à des phénomènes extérieurs parce que si mon ego est identifié à mon corps, par exemple, le corps ça change. Je peux grossir, maigrir, je vieillir, il y a des choses qui vont évoluer et si toute mon attention, le sentiment d'être quelqu'un de valable, mon identité est mise dans cette enveloppe corporelle, forcément, petit à petit, il va y avoir de l'insécurité qui va se créer. Ça peut être la même chose dans une relation. Si je suis identifiée à un rôle, par exemple mon rôle de mère ou le rôle de compagnon-compagne, s'il y a une rupture, la personne qui est identifiée va complètement perdre son identité. C'est-à-dire qu'elle va devenir plus personne. Ce sentiment de plus avoir d'identité quelque part. Donc le processus d'identification, on y est tous sujets, c'est-à-dire qu'on va tous s'identifier à des tas de choses à l'extérieur, mais c'est essentiel petit à petit de prendre conscience que dans cette maturation de l'ego, ce que nous avons à chercher, c'est le sentiment de sécurité, c'est-à-dire ce que je suis, quoi que je fasse pas, comment mon corps se transforme, ce dans quoi je mets mon énergie, ce que je suis reste ce que je suis et n'est pas sujet, quelque part la valeur de mon être n'est pas en lien avec ce qui se passe à l'extérieur et tant que je remets les clés de la validation de ma valeur à l'extérieur, eh bien je vais rester extrêmement vulnérable et quelque part dans un sentiment d'insécurité qui va quelque part être le moteur de toutes sortes de mécanismes de protection que je vais mettre en place dans la relation et qui risquent de me rendre la vie bien difficile. En quoi c'est important de prendre contact avec cette notion de l'ego, même si ce n'est qu'un mot, moi je trouve ça très aidant parce que quelque part ça permet de dissocier ce que nous sommes vraiment des personnages que nous présentons au monde et dans lesquels nous sommes coincés. Et parce que ça peut être vraiment un emprisonnement en fait en soi, puisqu'il s'agit de comportements automatiques ou de zones que nous préservons. C'est comme si nous nous enfermons dans des étiquettes. Parce que ça nous rassure, parce que ce sont des endroits où nous avons l'impression que ça y est, nous existons, qu'il y a quelque chose de défini dans notre moi et la personnalité que nous présentons au monde. Mais en soi, comme la plupart d'entre nous nous sommes construits dans un sentiment d'insécurité, très peu de personnes
quand je demande, c'est un test que je fais régulièrement, je demande combien vous vous mettez, si on prend une échelle de 1 à 10, quelle note vous vous mettez au niveau de votre valeur. Combien vous estimez que vous valez sur le marché de l'humain? Alors c'est une drôle de question, hein, on peut facilement estimer la valeur d'un bien, il y a des critères pour ça, mais comment on fait avec soi? Et jamais personne ne me répond 10 sur 10. Beaucoup de personnes répondent en dessous de 5. Il y a vraiment quelque chose de très récurrent chez l'humain, d'estimer que sa valeur n'est pas suffisamment... voilà, qu'il ne peut pas se mettre plus que 5 sur 10. Il y en a qui se mettent 2, 3. Quand quelqu'un se met 6 ou 7, souvent, les autres le regardent un peu en se disant qu'il est prétentieux. Comme si, effectivement, il y avait tellement de critères à atteindre pour estimer qu'en tant qu'être humain, on a de la valeur, que finalement, il va falloir en faire des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses pour arriver à mériter quelque part cette estime de soi, cette valeur en tant qu'être. Et bien sûr que si on lit à des critères, parce que c'est ce qui se passe, il faut le savoir, sinon on se mettrait tous 10 sur 10, c'est qu'il y a forcément des critères, et la plupart du temps on n'est pas conscient de quels critères. Ça veut dire que l'ego a ses propres critères, et ils sont, tant qu'ils ne sont pas conscients, c'est comme si on allait être agi par un espèce de moteur qui est « je ne peux jamais être satisfait de qui je suis, je dois toujours être en inquiétude de ce que je présente au monde », comme une forme de non-validation de soi-même. Et ça amène une insécurité et aussi un surinvestissement de certains espaces dans nos vies où là où on se sent bon, là où on a l'impression d'être quelqu'un, on va surinvestir ces espaces-là et se fragiliser énormément, même si on est très bon. Moi, j'ai travaillé avec des sportifs de haut niveau, beaucoup, et ils sont évidemment très bons, j'ai même travaillé avec des champions du monde, donc ils sont très très bons. Ça n'empêche pas que, ok, ils sont très bons là, dans cet espace-là, et ils se sont quelque part construit une identité, ils sont souvent identifiés à ce qu'ils font, et ça leur a donné une valeur, mais ça ne veut pas dire qu'en dehors de ça, ils ont cette valeur. Donc ça veut dire que dès qu'on sort de cet endroit où nous sommes valables, où on a l'impression qu'on a fait nos preuves, il peut y avoir une énorme fragilité, voire une encore plus grande fragilité, parce que ce sont des espaces qu'on n'a pas explorés de soi, et où finalement on peut être complètement, avoir un sentiment de vide et de vulnérabilité. Et donc c'est vraiment essentiel de comprendre ça. Que faut-il pour vous mettre 10 sur 10 ? Quels sont les critères qui vous empêchent de mettre ce 10 sur 10 pour vous, hein? Comment on fait pour dire qu'une personne a plus de valeur qu'une autre? Sur quels critères on se base? Qu'est-ce que vous allez encore devoir faire, hein, pour plaire aux injonctions de votre ego et pour être une personne qui est validée par vous-même?